Voilà, bonjour. CG voudrait se poser la question avec vous, que faire avec le pacte? Comment investir le pacte pour réduire les inégalités sociales que l'école reproduit? Alors, il y a déjà plus de 2 ans maintenant, la ministre Milquet a lancé ce pacte, la ministre Schins a continué, et puis voilà maintenant ce gouvernement en carafe, le groupe central, c'est-à-dire le groupe chargé de piloter le pacte, ainsi que de nombreux autres acteurs, dont CGE, souhaite ne pas revenir sur ce qui a été acquis, sur les accords qui ont été durement négociés, et souhaite donc continuer le pacte et le continuer dans le sens de réduire les inégalités sociales à l'école. Alors, CG voudrait vous présenter en 7 capsules comment investir le pacte pour réduire les inégalités. Une première capsule qui voudrait parler du processus du pacte, ou autrement dit répondre à la question à qui appartient l'école, qui a le droit de changer l'école. Une deuxième capsule pour présenter ce qui justifie le changement, parce que peut-être que l'école va bien, et donc se poser la question que produit l'école. Une troisième capsule qui voudrait expliquer ce qui produit les inégalités. Il y a des facteurs politiques, et on va se poser la question à quoi sert l'école, à quoi est-ce qu'elle sert, et comment est-ce qu'elle est organisée. Mais il y a également, quatrième capsule, des facteurs pédagogiques, c'est-à-dire dans la classe, comment est-ce que l'école fait échouer les enfants de milieux populaires. Une cinquième capsule avec les facteurs sociaux des inégalités, c'est-à-dire comment évolue aujourd'hui le contexte éducatif, et également faire la synthèse de ces facteurs explicatifs des inégalités. Une sixième capsule sur ce que pourrait faire le pacte de tout ça, comment changer le système et par quoi commencer. Et enfin, une septième capsule, toujours sur ce que pourrait en faire le pacte, quel tronc commun et comment changer les pratiques. Mais donc, première capsule, le processus du pacte, ou autrement dit, à qui appartient l'école. Autrement dit, est-ce que le processus du pacte est légitime? De nombreux acteurs, et entre autres de nombreux enseignants, ont remis en cause la légitimité du pacte en disant on ne nous a pas consultés. Chacun des 120 000 enseignants souhaiterait qu'on les consulte pour savoir ce qu'on allait faire de l'école. Alors, la bonne question pour nous, c'est de se dire, mais à qui appartient l'école? Le propriétaire de l'école qui a le droit de dire ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire, c'est qui, hein? Eh bien, nous estimons, nous, à CG, que l'école n'appartient pas aux parents. On pourrait considérer que l'école appartient aux parents et que l'école est au service, mais l'école n'est pas un supermarché qui doit absolument satisfaire ses clients. L'école, pour nous, n'appartient pas aux parents. L'école n'appartient pas non plus aux enseignants, même s'ils estiment qu'ils sont les mieux à même de donner leur avis sur ce qui se passe à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont chacun que l'expérience particulière de leur terrain. Celui qui enseigne dans le Bas de Molenbeek ou dans le Bas de Serein, ce n'est pas celui qui enseigne à Uccle ou à Embourg-Fontaine. Celui qui enseigne en maternelle, ce n'est pas celui qui enseigne dans le secondaire supérieur. Celui qui enseigne dans une école rurale, ce n'est pas celui qui enseigne dans une école urbaine, etc., etc., etc. Chacun a l'expérience de son terrain et l'école n'appartient pas aux enseignants. L'école n'appartient pas non plus au PO, même si notre système est organisé en laissant la liberté à un grand nombre de pouvoirs organisateurs d'organiser l'école. Ils ne sont pas les propriétaires de l'école. Pourquoi? Parce que de notre point de vue, ils sont trop intéressés à la défense de leur part de marché, à la défense de leur niche. L'école n'appartient pas non plus au patronat, même si aujourd'hui on a beaucoup d'angoisse pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes au futur. L'école n'appartient pas au patronat, aux employeurs. L'école est au service de tout le monde et pas seulement des employeurs. Enfin, l'école n'appartient pas aux experts, même s'ils ont été beaucoup consultés et qu'ils ont une vraie expertise à donner, mais elle n'est que partielle, chacun dans leur domaine. On en a beaucoup parlé, mais l'école n'appartient pas à McKinsey non plus, ou à d'autres fondations qui voudraient dire comment l'école doit travailler. McKinsey a sans doute une véritable expertise, mais elle est au service d'intérêts privés, et à ce titre, ils ne sont pas propriétaires de l'école. Donc pour nous, l'école appartient à tous les citoyens. C'est l'ensemble des citoyens qui peut dire ce qu'on fait de l'école. Et son existence, l'existence de l'école, son évolution, c'est avant tout pour nous une vraie question politique. Et donc, on doit s'en emparer comme d'une question politique. Et donc, est-ce que le processus du pacte est légitime ou comment est-ce qu'il s'est élaboré? Revenons en arrière sur la manière dont il s'est élaboré. Le gouvernement a décidé de lancer une vaste opération, il a nommé un bureau du pacte, et ce bureau du pacte a décidé de recourir à une série d'informateurs.
le bureau du pacte a décidé d'étudier la question, de poser le problème, et puis de chercher des solutions à ce problème. Mais pour faire ça, à qui se sont-ils adressés? Eh bien, ils ont d'abord essayé de relever un certain nombre d'expériences partiales, c'est-à-dire d'expériences de gens qui sont à la fois jugés partis parce qu'ils sont dedans. Alors, dans ces expertises partiales, il y a eu d'abord des consultations de toutes sortes. Il y a eu un site ouvert où n'importe qui pouvait donner son avis. De nombreux groupes ont été consultés. On a formé des groupes pour leur demander leur avis, des groupes d'enseignants, des groupes de parents, etc. Des associations ont été consultées. Et donc, c'est en relevant toutes ces informations que la connaissance s'est élaborée. Bien sûr, ils ont fait appel aussi aux acteurs constitués, c'est-à-dire à ceux qui représentent l'ensemble des grands acteurs de l'école. Donc, il y avait parmi ceux qui ont travaillé au pacte les représentants de tous les PO du libre, tous les PO communaux, provinciaux, de la communauté, etc. Il y avait bien sûr les parents en tant qu'acteurs constitués, c'est-à-dire l'UFAPEC et la FAPEO étaient bien sûr représentés et présents dans toute l'élaboration. Et il y avait enfin les syndicats d'enseignants qui... les 3 syndicats d'enseignants qui représentaient tous les enseignants et qui ont participé à toute l'élaboration du pacte. Ils ont fait appel aussi à des expertises partielles dans le sens où ces experts, ils ont un regard très affûté, mais avec un seul angle de vue. Ils ont fait appel à des sociologues, à des pédagogues, à des didacticiens, qui ont chacun apporté leur part d'information. Et enfin, bien sûr, l'administration a été consultée également, puisque l'administration est en charge de l'ensemble de l'organisation et a donc aussi des informations à donner sur le système. Tout ça, bien sûr, dans le cadre qui comprend un certain nombre de contraintes qu'il faut rappeler. C'est pas comme si on pouvait faire ce qu'on veut, n'importe quoi. De l'école, il y a de nombreuses contraintes. Première contrainte, c'est la contrainte institutionnelle qui, en Belgique, je vais y revenir par la suite, garantit la double liberté, la liberté des parents de choisir leur école et la liberté des pouvoirs organisateurs d'organiser l'école. C'est dans la Constitution, c'était rappelé dans le pacte, ce sont des contraintes institutionnelles, politiques, qui sont actuellement relativement insurmontables. Il y a bien sûr des contraintes budgétaires, on doit faire avec le budget qu'on a, bien sûr on pourrait emprunter pour investir plus, mais tout ça demande des négociations politiques importantes, et donc rien que ces 2 types de contraintes montrent que, évidemment, on n'a pas toute liberté pour faire ce qu'on voudrait vraiment faire. Alors avec toutes ces contraintes, le groupe central qui est composé de représentants de tous les acteurs, ce groupe central est arrivé à ce qu'on pourrait appeler un compromis durable. Durable dans le sens où il pourrait perdurer à une majorité actuelle et donc être poursuivi pendant plusieurs majorités. Ça veut dire que se sont mis d'accord les PO, les parents, les syndicats, etc. et que ça pourrait, bien sûr, et on l'espère, c'est ce qu'on souhaite, être un plan qui va s'élaborer sur une quinzaine d'années, voire 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du résultat? C'est que, de notre point de vue, en tout cas, le résultat est intéressant parce qu'il est systémique. Hein. On veut s'attaquer à l'ensemble du système pour changer l'ensemble du système, et en même temps, il veut engager tous les acteurs. Côté négatif, ce compromis ne nous semble pas aller encore assez loin, on voudrait qu'il aille plus loin, et il est bien sûr soumis à la loyauté individuelle de chacun des acteurs. Si un des acteurs n'est pas loyal aux décisions prises en commun, ça risque évidemment, par effet domino, de faire chuter tout le bazar. Et donc, pour nous, ce pacte est légitime dans la manière dont il s'est élaboré, parce qu'il s'est saisi de la question comme d'une question véritablement politique. Alors maintenant, est-ce que l'état de l'école justifiait tout ce travail, cet énorme travail? De notre point de vue, oui, et c'est l'objet de la deuxième capsule sur laquelle nous allons essayer de montrer ce que produit l'école et pourquoi il faut changer l'école. Voilà, deuxième capsule dans le cadre donc de que faire avec le pacte au nom de CGE. Cette capsule voudrait mettre en avant ce qui justifie le changement. De notre point de vue, l'état de l'école, son état, justifie un changement profond, important, et qui engage tous les acteurs et toutes les parties de l'école. Alors, pourquoi? Parce que pour nous, l'école produit d'abord, principalement, de l'ennui, beaucoup d'ennui, des échecs, de la dépression.
Alors, c'est un peu fort de dire ça comme ça, mais si on prend les études à notre disposition pour les perceptions dans le secondaire, perceptions par les élèves. Sondage réalisé pour le pacte, qui s'ennuie à l'école? Eh bien, 12% des élèves s'ennuient toujours à l'école. 40% des élèves s'ennuient souvent à l'école. 46% des élèves s'ennuient parfois à l'école et 2% ne s'ennuient jamais à l'école, au cours. En récré, évidemment, on peut espérer que ça va mieux. Et donc, ça veut dire que plus de 50% s'ennuient à l'école. Il y en a plus qui s'ennuient que de ceux qui ne s'ennuient pas. Deuxième chose, la recherche qui se fait tous les 4 ans à niveau international sur la santé et le bien-être des jeunes, et donc qui prend en compte aussi le vécu scolaire, cette enquête reprise par l'ULB montre que parmi les élèves ici du secondaire, 14% des élèves n'aiment pas l'école du tout, répondent pas du tout. À la question « aimez-vous l'école ?» Non, pas du tout. 35% estiment ne pas aimer l'école, ils disent pas beaucoup. 43% disent qu'ils aiment bien l'école et 7% disent qu'ils aiment beaucoup l'école. Il faut dire qu'ici, ce n'est pas les cours, c'est l'école en entier, c'est-à-dire ça comprend les copains, la récréation, etc., etc. Et on arrive à un résultat qui n'est quand même pas très intéressant, puisque grosso modo, de nouveau, la moitié des jeunes n'aiment pas l'école. Est-ce que ça a un lien avec la relation avec les professeurs? Sans doute, puisque là, les résultats sont encore plus mauvais, si on peut dire, puisque 42% des élèves estiment avoir une mauvaise relation avec leurs professeurs. 34% estiment avoir une relation moyenne avec leurs professeurs, pour 24% qui estiment qu'ils ont une bonne relation avec leurs professeurs. Alors on se dit, ce ne serait pas trop grave si au moins avec les copains ça va. Mais même avec les copains, ça ne va pas. 45%, c'est encore plus, 45% des jeunes estiment avoir de mauvaises relations avec les autres élèves. 35% une relation moyenne et 20% seulement une bonne relation avec les autres élèves. Et donc on peut dire que l'ambiance relationnelle à l'école est déjà en soi assez mauvaise et que rien que ça justifierait du changement. Si on regarde maintenant les résultats scolaires et qu'on prend les retards en 5e secondaire, eh bien on voit qu'un enfant sur 3, un jeune sur 3, a doublé au moins 2 ans. 2 ans et plus. 33% des jeunes ont doublé 2 ans ou plus. 1 an ont doublé, 29% a doublé au moins une fois et 38% des élèves sont à l'heure. Il y a donc un peu plus qu'un élève sur 3 qui n'a jamais doublé. Donc un nombre d'échecs important. Si on prend la première année du supérieur, alors là c'est vraiment catastrophique. Si je cumule le supérieur de type court, le supérieur de type long et l'université, j'arrive à un taux d'échec de 68,3% pour les garçons, c'est-à-dire plus de 2 garçons sur 3 échouent en première année du supérieur, et pour les filles, on est à 58,6% d'échecs, ce qui est énorme aussi. Plus d'une fille sur 2 échoue en première année du supérieur. Quel système se permettrait un taux d'échec pareil? Aucune entreprise ne se permettrait évidemment d'arriver à des résultats pareils. Et donc, pour les résultats globaux, on peut dire évidemment que l'école doit changer. Enfin, pour les enseignants, parlons de la dépression. On n'a pas de recherche sur la santé des enseignants en Belgique. Je n'ai pas repris ici des statistiques des autres pays, mais on a fait ce type d'études en Italie et en Hollande, par exemple, et on arrive à des taux de burn-out et de dépression très importants dans la profession. Et en Belgique, la seule chose qu'on sait, c'est que 40% des enseignants abandonnent la profession dans les 5 premières années, et à Bruxelles, c'est 50% qui abandonnent la profession dans les 5 premières années. C'est quand même énorme. Alors, il n'y a pas que ça. L'école produit non seulement ces résultats assez mauvais que je viens de relever, mais l'école produit surtout, et c'est surtout là-dessus qu'on voudrait insister, produit des inégalités importantes. Donc, première chose, l'école produit la relégation des pauvres. L'école s'arrange pour que les pauvres soient ailleurs, que les pauvres ne soient pas avec les autres. Et si on reprend avec les indicateurs dont on dispose en Belgique, qui sont d'ailleurs qu'on peut remettre en question, mais on fait avec ce qu'on a, et si on voyait sur la gauche les milieux socio-économiques défavorisés par rapport aux milieux socio-économiques favorisés, et qu'on voit la répartition dans les écoles en fonction de ça, eh bien on voit très clairement, par exemple,
que ce sont les pauvres, pour le dire comme ça, qui se concentrent dans l'enseignement spécialisé, tandis que ceux qui ne sont pas pauvres sont dans l'enseignement ordinaire. Si on reprend dans l'enseignement ordinaire premier degré, deuxième, troisième degré, on voit que en professionnel, ce sont les pauvres qui se retrouvent en professionnel, et que dans le général, là on a un milieu socio-économiquement beaucoup plus favorisé, un peu moins en technique de transition, encore moins en technique de qualification. Et si on continue au deuxième degré, c'est la même chose. Le professionnel se concentre chez les pauvres. Et si on prend le premier degré, on a le premier degré différencié où on retrouve une majorité d'enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés, et à l'inverse pour le degré commun. Et donc là, on n'est même pas encore dans de la réussite ou pas de la réussite, on est là où on place les pauvres d'une certaine manière. Troisième dia pour dire ce que produit l'école, l'école produit des groupements d'élèves de nouveau très inégaux socio-économiquement parlant. Si on compare la Belgique et la Finlande, et si on a en abscisse l'indice socio-économique de l'école, c'est-à-dire le niveau des élèves dans l'école, le niveau socio-économique des élèves dans l'école, et si on prend en ordonnée le niveau moyen en mathématiques, on voit qu'en Belgique, on a une distribution de points, chaque point est un établissement, on voit une distribution de points qui suit quasi une diagonale parfaite. Et donc on voit bien comme ça que plus on est dans une école de riches et plus on a de bons résultats en maths. Plus on est dans une école de pauvres et moins on a de bons résultats en maths. Tandis que si on regarde en Finlande, on voit que tous les points se concentrent et qu'il y a beaucoup moins de regroupements inégaux et de résultats inégaux en fonction des regroupements. Donc on peut dire qu'en Belgique, francophone en tout cas, mais c'est grosso modo la même chose en Flandre, en Belgique francophone, plus on est riche, plus on va dans une bonne école, plus on est fort en maths, et mieux on sera orienté par la suite. Justement, l'orientation, montrons-la, c'est peut-être la dia la plus forte, l'école produit des orientations, maintenant très inégales. Si on prend l'orientation des élèves à 15 ans, 15 ans, c'est grosso modo la fin du tronc commun qu'on prévoit aujourd'hui. Et donc, c'est, on va dire, le contraire de ce que pourrait produire le tronc commun. L'orientation des élèves à 15 ans par décile socio-économique donne ceci. Si on prend le premier décile, c'est-à-dire les 10% des élèves les plus pauvres, on voit qu'il y a grosso modo 9 à 10% d'élèves qui sont toujours dans le général à 15 ans. On en a grosso modo 25-26% qui sont en technique. On en a plus ou moins 50% qui sont en professionnel. Et le reste c'est 20% quand même, 20% d'autres, et le autre, on se demande ce que c'est, puisque à 15 ans, on est toujours dans l'obligation scolaire, il devrait bien se trouver quelque part, et il ne s'y trouve pas. Si on prend à l'inverse le décile numéro 10, c'est-à-dire les 10% des élèves les plus favorisés, là, au contraire, on voit qu'on est à 82-83% d'élèves qui sont toujours dans le général. On en a une bonne quinzaine de pourcents en technique, peut-être 1 ou 2% en professionnel, mais ils sont tous là et il n'y en a aucun qui a disparu. Et donc, on voit bien cet escalier de la honte, on pourrait appeler ça l'escalier de la honte, on voit comme le maintien dans le général de transition augmente très directement avec les revenus. Enfin, que produit l'école? L'école produit, d'une part, reproduit les inégalités existantes, mais on peut dire qu'elle les renforce également. Et ce, donc, première chose, dès l'entrée en maternelle, on a une très forte ségrégation socio-scolaire. Alors on pourrait dire que c'est comme le quartier, que l'école est à l'image du quartier, mais les géographes ont bien montré, au contraire, que chaque école dans chaque quartier était beaucoup plus ségrégée que le quartier lui-même. Autrement dit que l'école de pauvres est plus pauvre que le quartier, même s'il est pauvre, et que l'école de riches est plus riche que même le quartier, s'il s'agit d'un quartier de riches. Et donc, dès la maternelle, il y a des stratégies parentales qui vont profiter de la liberté d'enseignement pour se regrouper entre elles, et on est bien dans une logique de niche. On parle de niche éducative, comme on parle de niche écologique, et donc les pauvres vont se retrouver entre eux, les riches entre eux, les moyens entre eux, etc. Et c'est ainsi que on peut parler d'école ghetto et d'école sanctuaire. Deuxième chose, une fois que les gosses sont entrés en se répartissant déjà de manière très inégale, durant les études et selon les résultats,
il va y avoir des relégations successives vers des établissements inférieurs. Par exemple, si on n'a pas bien réussi ou si on ne réussit pas trop facilement dans une école, eh bien très souvent la direction ou l'institutrice va dire « Écoute, va dire aux parents, vous devriez mettre votre enfant dans l'école d'en face parce que dans l'école d'en face, ça ira mieux, il sera dans la moyenne, ça sera plus facile pour lui, etc. » Donc il y a un certain nombre de relégations vers des établissements inférieurs tout au long de la scolarité en fonction des résultats. Il y a également une relégation vers les options inférieures. Le gosse qui est en latin et pour qui ça ne va pas très bien, on va lui dire « Écoute, ça ne va pas trop en latin, tu devrais plutôt faire autre chose. » Et donc, on va l'envoyer vers d'autres options. Et tout en bas des options, on va avoir, et là je parle pour l'enseignement de transition, on va avoir les sciences sociales ou les sciences économiques qui sont en bas de la hiérarchie, avec les maths, bien sûr, qui sont en haut de la hiérarchie. Donc on peut être relégué vers des options inférieures et on peut bien sûr être relégué vers des filières inférieures, c'est même le plus fréquent. Lorsque ça ne va pas en général de transition, on est renvoyé vers la qualification et quand ça ne va pas en qualification, on est renvoyé vers le professionnel. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet toboggan. Les pauvres, parce qu'il s'agit bien d'eux dans ce cas-ci, vont continuer à être relégués. Non seulement ils entrent dans des établissements pour eux, mais par la suite, ils sont relégués chaque fois vers un établissement inférieur ou une option inférieure ou une filière inférieure. Troisième chose, on peut dire que globalement, 25% des jeunes sortent de notre système scolaire en étant ce qu'on pourrait appeler des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser l'écriture, la lecture et le calcul à des fins fonctionnelles, c'est-à-dire s'en servir dans la vie de manière efficace. Et encore moins, bien sûr, en tant que citoyen, l'incapacité de se servir de la lecture, de l'écriture et du calcul. 25%, c'est un jeune sur 4. Et enfin, dernière chose à relever, c'est que la corrélation entre l'origine sociale et le parcours scolaire, on l'a vu dans les dias qui précèdent, la corrélation entre l'origine sociale et le parcours scolaire des jeunes est extrêmement forte. On peut même dire qu'elle est la plus forte des pays de l'OCDE en Belgique. Et donc, bien sûr que, pacte ou pas pacte, tout ceci exige un changement radical de l'école. Mais pour changer l'école, il ne s'agit pas de s'attaquer aux conséquences, il s'agit de s'attaquer aux causes. Et pour ça, on a besoin de comprendre ce qui produit ces inégalités. Et ce sera l'objet des capsules qui vont suivre. Voilà, nous avons vu précédemment que pour nous, le pacte était légitime, c'est la capsule numéro 1. Nous avons vu que le changement se justifiait, que l'école produisait trop d'inégalités. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi l'école produit des inégalités. Et cette première capsule sur l'explication des inégalités voudrait se centrer sur les facteurs politiques des inégalités. Et donc, sur ces facteurs politiques, une première question à se poser, c'est à quoi sert l'école? Ça semble évident à tout le monde de dire, oui, évidemment, l'école, ça sert à instruire, à éduquer, à socialiser, à former tous les élèves. Ça tombe sous le sens, et on est d'accord, bien sûr. C'est ce qu'on va appeler la fonction manifeste de l'école. Il s'agit bien d'instruire, éduquer, socialiser, former tous les élèves. Mais l'école sert aussi, et tout le monde le sait aussi, mais on oublie souvent d'en être conscient ou de le redire, c'est que l'école sert aussi à distribuer des places qui sont fondamentalement inégales. Autrement dit, il y a une corrélation très forte entre la trajectoire scolaire de quelqu'un et sa trajectoire socio-professionnelle. Raison pour laquelle les parents attachent évidemment beaucoup d'importance à la réussite de l'enfant. On voit toutes les angoisses autour du CEB, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, dans cette distribution des places, d'être parmi les premiers, parce que si on est parmi les premiers à l'école, on sera parmi les premiers à l'emploi, dans l'emploi également. Et donc, cette deuxième fonction qu'on appelle la fonction latente, que les sociologues appellent la fonction latente de l'école, vient en contradiction, bien sûr, avec la fonction manifeste. Pourquoi? Parce que si l'école est chargée d'instruire, éduquer, socialiser, former tous les élèves, alors bien sûr, les échecs, on peut les considérer comme un problème. L'échec des milieux populaires, c'est un problème par rapport à ça, puisqu'on est chargé d'instruire et d'éduquer tout le monde. Par contre, si la fonction de l'école, c'est surtout de distribuer, de légitimer des places inégales. Légitimer, pourquoi? Parce qu'on peut aspirer à une bonne place, parce qu'on a eu un bon diplôme, et parce qu'on a bien réussi à l'école, ça vient légitimer les inégalités. Donc on distribue l'inégalité et on légitime l'inégalité par l'école. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'échec des milieux populaires, ça n'est pas un problème. C'est malheureux à dire, mais c'est une solution. Pourquoi est-ce que c'est une solution? Parce que c'est l'échec des uns qui valorise la réussite des autres. Le diplôme que tout le monde peut avoir,
Si tout le monde, même pour le CEB par exemple, on voit que cette année, le CEB est tombé à 85% alors qu'il était à 93% grosso modo l'année passée. Alors un CEB à 93%, on entend bien des parents qui râlent, des enseignants qui râlent, qui disent mais c'est trop facile parce que tout le monde là. Mais tant mieux si tout le monde là. Oui, non, pas tant mieux si tout le monde là au nom de la fonction manifeste. Mais s'il s'agit de commencer à distribuer des places inégales et donc à faire de l'inégalité, à justifier cette inégalité, alors on a besoin de l'échec des uns pour justifier et valoriser la réussite des autres. Et évidemment, ça tombe bien, on peut se permettre de faire échouer les enfants de milieu populaire et c'est la meilleure solution pour garantir la distribution et la légitimation des meilleures places à ceux qui sont déjà en place, c'est-à-dire aux plus riches. Et donc là, on est dans une contradiction énorme, c'est une injonction paradoxale qui pèse sur l'école et qui pèse d'abord sur les premiers acteurs de l'école, c'est-à-dire les enseignants. Parce que ce qu'on demande aux enseignants, c'est de faire réussir le plus grand nombre, si possible de faire réussir tout le monde. Il y a un décret école de la réussite. Mais en même temps, même si on ne le dit pas très, très fort et très bien, c'est ce qu'attendent tous les parents qui amènent leurs gosses à l'école, ils attendent non pas que tout le monde réussisse bien, ils attendent que leur enfant réussisse mieux. Parce qu'il s'agit de se préparer à la lutte des places. Et cette lutte des places commence à l'école. Et donc ils sont pris dans une injonction paradoxale. On leur demande de faire une chose et son contraire. On leur demande de faire réussir tout le monde et on leur demande de faire échouer certains pour valoriser la réussite des autres. Et ça, c'est impossible. Les enseignants sont placés dans un système impossible. Alors comment est-ce qu'ils arrivent à survivre à cette contradiction ? Eh bien, hypothèse de travail, c'est que s'ils arrivent à survivre à cette contradiction, c'est parce qu'il y a une foi en l'égalité des chances, on arrive à faire croire en l'égalité des chances, et en même temps, on arrive à cacher cette distribution sociale des échecs. La majorité des enseignants et des parents ne connaissent pas les statistiques de réussite et vont expliquer les inégalités de réussite autrement, et en continuant à avoir foi en l'égalité des chances. Une des hypothèses pour dire que l'école en communauté française de Belgique est une des écoles qui reproduit et qui renforce le plus les inégalités, c'est que sans doute, en fait du quasi-marché scolaire, je vais revenir après sur cette idée du quasi-marché scolaire, sans doute du fait du quasi-marché scolaire, la fonction latente en Belgique est beaucoup plus dominante. La question de la distribution et de la légitimation des places à l'école devient plus forte que sa fonction manifeste, instruire, éduquer, socialiser, former tous les élèves. Alors ça entraîne une condition qui est nécessaire si on veut changer l'école. Si on veut changer l'école, si on veut une école de la réussite et de l'émancipation, des enfants populaires aussi, alors il est nécessaire de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Première chose, il est nécessaire de prendre conscience de cette injonction paradoxale qui est faite à l'école. On ne peut pas continuer à demander aux enseignants de faire réussir tout le monde et en même temps de faire des échecs pour valoriser les réussites. C'est impossible, il s'agit de prendre conscience de cette injonction et de son origine sociale, de la contradiction du système. Deuxième chose, il est indispensable de prendre aussi conscience de la nécessité structurelle de l'échec dans le système. À partir du moment où on a une société inégale, l'échec est nécessaire à la reproduction de la société inégale et on ne pourra lutter contre ça que si on est bien conscient qu'on ne pourra pas éliminer ça. L'échec scolaire n'est pas un dysfonctionnement. On ne peut pas continuer à concevoir l'échec scolaire comme un problème. Il faut le considérer comme une solution qui a été trouvée pour valoriser les réussites et contre laquelle il faut lutter et remettre en question cette nécessité structurelle. Et le tronc commun est une des voies pour cela. On va y revenir par la suite. Enfin, autre condition nécessaire, il s'agit bien d'avoir la volonté politique, d'avoir le projet politique à tous les niveaux, de résister à cette logique de distribution et de légitimation de places inégales. Deuxième dia concernant les facteurs politiques des inégalités, c'est comment l'école est-elle organisée en Belgique francophone. On ne se rend pas assez compte que l'école est organisée d'une manière extrêmement spécifique que très peu de pays au monde connaissent. En Belgique, l'école, on peut dire qu'elle est organisée par le marché. Ça veut dire quoi qu'elle est organisée par le marché ? Ça veut dire que depuis la Constitution belge 1831, il y a eu un deal entre les libéraux et les catholiques de l'époque. Les uns voulaient la liberté de la presse et les autres ne la voulaient pas. Les autres voulaient la liberté scolaire et les uns ne la voulaient pas. Et donc, on a décidé d'échanger l'un contre l'autre et on a donné à la fois la liberté de la presse
c'est tant mieux, mais on a aussi donné la liberté scolaire, c'est inscrit dans la Constitution, c'est rappelé dans le pacte scolaire. Donc ça veut dire qu'il y a une liberté de l'offre éducative, n'importe qui d'une certaine manière peut offrir une école, et il y a la liberté de la demande, c'est-à-dire la liberté des parents d'inscrire leur enfant dans l'école de leur choix. Et donc, si on a une liberté de l'offre et une liberté de la demande, on est bien dans le cadre d'un marché, et on dit marché, quasi-marché scolaire, puisque ce ne sont pas directement les parents qui payent, mais qu'il y a une subsidiation. Mais cette subsidiation se base sur cette double liberté, et donc on parle de quasi-marché. Alors ce quasi-marché scolaire, il faut le mettre en parallèle avec le marché du travail, évidemment. Marché du travail, en sachant que depuis maintenant pratiquement 50 ans, en tout cas 45 ans, on a un volet de chômage, un taux de chômage de grosso modo 15%, que donc les emplois sont rares, ils sont évidemment inégaux en termes de salaire et de conditions de travail, et ils sont présumés, mais sans doute à juste titre, ils sont présumés très liés aux trajectoires scolaires. Dès lors, les parents vont utiliser la double liberté, vont utiliser leur liberté de demande par rapport à la liberté de l'offre, par une série de stratégies pour essayer d'obtenir le maximum pour leur enfant. On ne peut évidemment pas leur reprocher. Il est logique que les parents, dans le système tel qu'il existe, fassent tout pour que leur enfant soit parmi les meilleurs, ou en tout cas vont faire tout pour qu'il ne soit pas parmi les plus mauvais, parce que les plus mauvais feront partie des 15% de chômage. Et donc, il va y avoir une pression, comme ça, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, il va y avoir une pression de la demande sur l'offre pour que l'offre s'adapte aux attentes des parents. Et ça, il faut le rappeler, dans une conjoncture toujours plus anxiogène, puisque sans doute pour la première fois depuis de nombreuses générations, la génération actuelle craint que ces enfants ne soient moins bien lotis, n'aient moins de facilités sociales et économiques qu'eux. Pour la première fois, on serait dans une logique descendante de génération en génération. Donc les parents ont très peur, ils ont très peur de cette logique, de l'évolution économique, ils ont peur également de l'évolution écologique, une série de craintes. On est bien dans une conjoncture qui produit de l'angoisse, et cette angoisse va venir renforcer les stratégies des parents pour aller dans le sens de ce qu'on a appelé tout à l'heure les niches éducatives. Les écoles ghetto, les écoles sanctuaires, vont renforcer à l'école une logique de compétition, parce que ce qui attend les jeunes à la sortie de l'école, c'est la compétition économique. Et donc, cette logique de compétition va produire de la sélection, et de la sélection par l'échec et par la relégation, chaque fois par anticipation au niveau suivant. C'est-à-dire qu'en maternelle, on va sélectionner en fonction du primaire, en primaire, on va sélectionner en fonction du secondaire, et finalement, on pourrait dire que dès la maternelle, on commence déjà la sélection en fonction de l'entrée, de l'examen d'entrée en ingénieur. Et donc, c'est tout ça qui entraîne cette logique de compétition et de sélection, avec comme corollaire un appauvrissement des contenus, puisqu'on est tout le temps plus dans une logique d'évaluation, et d'évaluation répétée pour savoir qui est le meilleur, qui est bon, qui est moins bon, etc. Et donc, on va avoir beaucoup plus en jeu des savoirs de distinction qui sont facilement évaluables. Ce sera beaucoup plus difficile d'entrer dans une logique de compétences, alors que par ailleurs, on demande de travailler les compétences. Pourquoi? Parce qu'il faut que les contenus soient évalués très vite et très souvent pour s'assurer de sa place dans le marché. Voilà les deux grands facteurs d'explication des inégalités au niveau politique. C'est d'une part l'organisation par le marché et ses effets sur la distribution dans les écoles. Nous allons maintenant venir avec la capsule suivante aux explications pédagogiques des inégalités, parce que bien sûr tout ceci ne peut se comprendre qu'en essayant de comprendre aussi pourquoi les enfants de milieux populaires échouent plus que les autres enfants. Donc venons-en maintenant aux explications pédagogiques de la reproduction et même du renforcement des inégalités à l'école. Comment comprendre pourquoi et comment l'école, pourquoi on l'a vu avec les facteurs politiques, mais comment l'école arrive à faire échouer les milieux populaires, comment ça se passe dans le système et dans la classe.
Alors il faut en faire un peu de sociologie fondamentale, si on peut dire, et repartir des conditions de vie de chacun, des conditions objectives, des conditions matérielles, c'est-à-dire en matière de maîtrise du temps et d'organisation du temps, en matière de maîtrise de l'espace et d'organisation de l'espace, en matière de ressources. Les exemples faciles, c'est toujours est-ce qu'on a une bibliothèque, est-ce qu'on n'a pas une bibliothèque, est-ce qu'on a une chambre où on peut travailler avec le chauffage, etc., etc. Ce sont des exemples faciles, le reste est au moins aussi important. Hein. Et prenons par exemple, de manière générale, le logement et la qualité du logement. Hein. Quand on a un logement relativement insalubre, est-ce qu'on est en état de pouvoir faire des études parallèlement, hein. Donc il y a toutes ces conditions de vie liées évidemment, bien sûr, directement aux revenus, au niveau socio-économique de la famille. Il y a aussi la position sociale qu'on occupe par rapport aux autres. Comment on se situe par rapport aux autres? Est-ce qu'on est bien par rapport aux autres? Est-ce qu'on est moins bien? Est-ce qu'on est fier d'être là où on est? Est-ce qu'on est honteux d'être là où on est, etc. Donc, toute une série d'effets de position. Il y a aussi la conscience qu'on a des conditions de vie, des conditions économiques, mais également quelle conscience on a de sa position dans l'ensemble de la société. Et donc là, on a les trois concepts de base en sociologie qu'on associe au structuralisme critique, c'est-à-dire les conditions de vie, la position sociale et la conscience sociale. Ces trois éléments vont venir composer ce que un sociologue comme Pierre Bourdieu appelle l'habitus de classe. C'est quoi l'habitus de classe? C'est tout ce qui tient à la langue, par exemple. Hein. Comment on se sert de la langue, le registre de langage, la richesse du vocabulaire, etc., etc. Mais également les représentations qu'on a du monde, de la vie, des autres. Également ce qu'on appelle les dispositions, le système de disposition. Et quand on parle de disposition, c'est au sens d'être disposé à. Par exemple, est-ce que je suis disposé à faire des études universitaires? Si je connais personne dans ma famille et dans mon milieu qui a fait des études universitaires, est-ce que je vais être disposé à en faire? Par contre, si mes frères et sœurs, mes cousins, etc., ont tous fait des études universitaires, il est évident que je vais en faire des études universitaires. Une série de comportements, hein, de comportements types, c'est tout ça qui forme l'habitus de classe, et c'est tout ça qui va faire ce qu'on appelle les rapports au savoir. C'est un concept extrêmement important pour comprendre comment il se fait que les milieux populaires échouent. Alors les rapports au savoir, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment un domaine extrêmement compliqué, et on manque de temps pour entrer dans le détail par rapport à tout ça. Mais les rapports au savoir, ça comprend le rapport à soi, à soi-même, l'estime de soi, la manière dont on a conscience de soi, le rapport aux autres, le rapport au monde, le rapport à la langue, fondamentale à l'école, bien sûr, hein, le rapport à l'écrit, à la culture écrite, le rapport au travail, pourquoi est-ce que je dois me donner de la peine, qu'est-ce qui fait que je me donne de la peine, le rapport à l'autorité, le rapport à l'apprentissage, le rapport à la connaissance, qu'est-ce que je fais de mes connaissances, est-ce que je m'en sers dans la vie, et le rapport aux écrans de plus en plus important. Chacun de ces rapports mériterait évidemment plus d'explications, mais disons simplement ici que ces rapports au savoir, tous ces rapports-là vont entraîner deux conséquences fondamentales à l'école. La première chose, ça va entraîner ce qui mobilise l'élève. L'élève va se mobiliser dans le travail et il va se mobiliser par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va faire qu'il se mobilise? Eh bien, tout ça dépend de ses rapports au savoir. Et le sens qu'il va donner aux activités que l'école lui propose, ce qu'il fait à l'école, la manière dont il le comprend, le sens qu'il va donner à ce qu'il fait à l'école, dépend aussi de ses rapports au savoir. Et c'est sur ces deux éléments-là, ce qui mobilise l'élève et le sens qu'il donne aux activités, ce sont ces deux éléments-là qui vont jouer sur les différences de réussite à l'école. Et dans le cas des élèves de milieu populaire, c'est ce qui va jouer évidemment en leur défaveur. Ils ne vont pas se mobiliser sur les bonnes choses et le sens qu'ils vont donner aux activités ne va pas leur permettre d'apprendre. C'est bien sur ces deux choses-là qu'il s'agit d'agir. Et la formation des enseignants, aussi bien la formation initiale que la formation continuée, est extrêmement faible sur ces rapports au savoir et sur les effets de ces rapports au savoir par rapport à la mobilisation et au sens des activités.
Alors, on pourrait dire que l'inconscience de la multiplicité des rapports au savoir, rapports au savoir qui dépendent donc bien, je le rappelle, de l'habitus de classe, et donc forcément, selon la façon dont on vit, ce qu'on vit en famille, c'est à partir de ce qu'on vit en famille, de la profession des parents, etc., que les rapports au savoir se construisent. Si les enseignants n'ont pas conscience qu'il y a dans leur classe des rapports au savoir différents, et que leurs élèves, même s'ils ont une classe homogène, que leurs élèves n'ont pas le même rapport au savoir qu'eux, s'il y a cette inconscience-là, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Ça entraîne que les enseignants qui sont eux-mêmes issus de la classe moyenne, de la petite classe moyenne en général, eh bien, ils vont concevoir et gérer les activités de la classe à partir de leur propre rapport au savoir, c'est-à-dire celui des classes moyennes. Et donc, ils vont à ce moment-là concevoir les difficultés des milieux populaires, les milieux populaires qui sont avec leur rapport au savoir dont l'enseignant n'a pas conscience. Ils vont donc avoir des difficultés à entrer dans un rapport au savoir qui n'est pas le leur. Et l'enseignant va lire ces difficultés non pas comme des difficultés liées au rapport au savoir, liées à l'habitus, liées à la famille et à l'origine familiale, mais vont les concevoir comme des difficultés personnelles d'apprentissage. Et on va mettre en place le cortège habituel de dépistage, diagnostic, remédiation, confirmation du diagnostic, relégation, etc. Au contraire, si on a conscience de la multiplicité des rapports au savoir, alors cela peut entraîner une conception et une gestion des activités à partir des rapports au savoir des milieux populaires, en partant de ce qu'ils sont, non pas pour les y cantonner, évidemment, mais pour faire évoluer leur rapport au savoir vers des rapports au savoir beaucoup plus efficaces pour les apprentissages. Mais il s'agit bien d'être attentif à ça, et les enseignants n'ont pas, on ne peut pas leur reprocher, ils n'ont pas été, ils ne sont pas formés à gérer cette multiplicité des rapports au savoir et à concevoir des activités à partir d'un rapport au savoir qu'ils ignorent, celui des milieux populaires. Donc il s'agit de travailler des activités qui mobilisent, je reviens aux deux facteurs, la mobilisation et le sens. Il s'agit de produire dans la classe, de proposer dans la classe des activités qui vont mobiliser les milieux populaires. C'est ce qu'on appelle la posture première, et qui vont aussi permettre d'expliciter, c'est-à-dire de donner du sens, de travailler à la fois l'implication, la mobilisation, et l'explicitation, c'est-à-dire le sens, la construction du sens donné aux activités. C'est ce que les chercheurs appellent la posture seconde. Il s'agit à ce moment-là, quand on est conscient, de faire la chasse permanente au malentendu, parce que lorsqu'on est d'un rapport au savoir différent, on ne comprend pas ce qui est proposé de la même manière que ceux qui sont déjà implicitement dans le même type de rapport au savoir, et il y a constamment des malentendus qui se glissent dans la classe avec les élèves qui font des choses en croyant que c'est pour cela qu'on les fait, alors que c'est pour une autre raison qu'on les fait, et donc l'apprentissage n'est pas possible. Et qu'on ne se tracasse pas pour les enfants de classe moyenne et de classe favorisée, ils s'adapteront parfaitement au travail, aux activités qui partiraient des rapports au savoir des milieux populaires. Alors, comment l'école fait-elle échouer les milieux populaires? On a parlé des rapports au savoir. Les rapports au savoir sont évidemment très très importants, mais il y a encore d'autres choses qui contribuent à l'échec des milieux populaires, toujours liées aux conditions de vie, à la position sociale et à la conscience sociale, liées donc à l'habitus. Je ne reviens pas sur ces explications. Pourquoi? Eh bien, ça va entraîner des marques de reconnaissance différentes, des connivences partagées, des appréciations diverses. C'est-à-dire que l'enseignant va témoigner de marques de reconnaissance à des enfants qui sont proches de son origine sociale ou qui sont d'une origine sociale plus élevée, parce qu'on va reconnaître, on va participer au jugement social tel qu'il existe dans la société. Et donc, évidemment, que l'enfant qui a le nez qui coule, qui sent pas très bon, qui est pas très bien habillé, eh bien, cet enfant-là, évidemment, aura moins de marques de reconnaissance de la part de l'enseignant, il y aura moins de connivence partagée qu'avec les autres élèves. Pourquoi? Parce que la lutte des places est là et que la lutte des places va entraîner des marques de reconnaissance sociale très différentes. Or, on sait que l'estime de soi est capitale pour apprendre et que comment être fier de soi si on ne bénéficie pas comme les autres du bisou de l'institutrice et des marques de reconnaissance des enseignants, si constamment on reçoit au contraire des marques de dépréciation, de jugement négatif. Et donc cette lutte des places dans la classe et dans l'école va produire des effets liés à la fierté qu'on a d'être ce qu'on est, à la dignité qu'on partage avec les autres, mais également aux hontes qu'on peut partager avec les autres,
Et cela va entraîner le retrait, le rejet, la rage, etc. Et donc, de nombreux enfants viennent à l'école en étant honteux de ce qu'ils sont, parce qu'ils habitent dans un quartier pourri, parce que leurs parents n'ont pas d'emploi, sont chômeurs ou ont des emplois très peu valorisés. Et ils viennent en général aussi dans des écoles de pauvres, etc. etc. Tout contribue à les déprécier, tout contribue à entretenir la honte, et il n'est pas possible d'apprendre dans la honte. Alors de nouveau ici, si on n'est pas conscient, et de nouveau les enseignants, comment pourraient-ils l'être puisqu'il n'y a pas de formation dans ce sens-là, s'il n'y a pas conscience de ces jeux d'estime au sein de la classe et de l'école, eh bien, on ne va pas trop se préoccuper de réguler ces échanges, et donc les moqueries, etc., le harcèlement, etc., tout ça va se passer dans la classe, et souvent au détriment des mêmes. L'école va participer au renforcement des effets de domination symbolique, de ceux qui sont supérieurs par rapport à ceux qui sont inférieurs, et va renforcer la perte de dignité, la honte pour les milieux populaires. Il va donc y avoir forcément renforcement d'un conflit de loyauté. C'est quoi le conflit de loyauté? Eh bien, l'enfant, lorsqu'il arrive à l'école, si ses parents ressemblent, ou plus exactement, si l'enseignant ressemble à ses parents, il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de conflit de loyauté. Mais si l'enseignant et ce que l'école propose sont très très différents de ce que la famille donne, eh bien, il va y avoir conflit de loyauté entre la famille et l'école. L'enfant va devoir choisir entre être loyal à maman ou être loyal à madame, à ressembler à papa et maman ou à ressembler à monsieur et madame à l'école. Et ce conflit de loyauté, évidemment, s'il est renforcé par ces jeux d'estime, va jouer, bien sûr, contre la réussite des milieux populaires. Et du coup, on va concevoir les comportements des milieux populaires, non pas comme des réactions légitimes à la dépréciation et à la honte entretenue, mais on va les interpréter comme un manque d'éducation, voire comme une pathologie, et donc, bonjour, la relégation vers l'enseignement spécialisé, pour des raisons qui tiennent principalement à cela. Par contre, si on a conscience de ces jeux d'estime, alors on peut vouloir installer une classe coopérative et démocratique avec la loi de la classe, avec un conseil, avec des institutions, tout ça au sens de la pédagogie institutionnelle, ce que défend Changement pour l'égalité. Et sans aller aussi loin, on peut travailler pour que dans la classe, il y ait le moins de jugement possible, qu'il y ait le plus de paix sociale possible et qu'il y ait le plus de respect possible. Ça, au moins, tous les enseignants peuvent tomber d'accord là-dessus, mais ça demande encore d'y être extrêmement attentif. Il s'agit aussi de chercher des activités qui vont rendre de la dignité au milieu populaire, c'est-à-dire de leur proposer des choses qu'ils vont réussir et dont ils pourront être fiers. Il s'agit de faire la chasse permanente aux dominations symboliques dans la classe, et à chaque fois renvoyer vers les institutions de la classe, plutôt que de sauver, d'être le sauveur des milieux populaires. Et enfin, il s'agit de réaffirmer le projet pédagogique, le projet d'égalité, sur la base des textes légaux, comme sur, par exemple, la base du décret mission qui dit qu'il faut essayer de donner des chances égales d'émancipation à tous. Voilà pour l'explication des facteurs pédagogiques. Il reste encore les facteurs sociaux avant d'en arriver à ce que pourrait faire le pacte par rapport à tout ça. C'est l'objet des capsules qui suivent. Voilà, après les explications à la fois politiques et pédagogiques du renforcement des inégalités par l'école, venons-en maintenant aux facteurs sociaux qui pourraient expliquer les difficultés de l'école et le fait que l'école renforce les inégalités sociales. Et comment évolue le contexte éducatif? Et donc, je crois que la majorité des enseignants seront d'accord pour dire que ce contexte éducatif évolue mal, en tout cas évolue mal avec l'école telle qu'elle est. Mais même si l'école était autrement, un certain nombre de difficultés subsisteraient. L'environnement social, culturel, économique se détériore, je crois qu'on peut le dire comme ça. La pauvreté augmente, la grande pauvreté augmente, la précarisation liée à l'évolution économique, liée à l'évolution du marché de l'emploi. Tout ça fait que pour un certain nombre de familles, socialement, sanitairement, etc., c'est toujours plus difficile et que ces enfants viennent à l'école et qu'ils sont toujours plus éloignés de ce que l'école attend d'eux. Ils sont toujours en plus grande difficulté par rapport à ce que l'école attend d'eux, et donc ces difficultés se répercutent évidemment sur le travail des enseignants. Il y a aussi l'augmentation du taux de monoparentalité. Le nombre de mères seules avec enfants augmente, et bien sûr c'est lié à la grande pauvreté, puisque très souvent les mères seules ont des difficultés financières et donc des difficultés d'éducation également.
On peut dire aussi qu'une forme de déculturation est en place, en tout cas pour les familles qui n'ont pas les moyens de lutter contre cette déculturation. J'entends par déculturation l'influence des médias, des réseaux sociaux, etc., de la course à l'audimat qui fait que les médias sont toujours plus mauvais, je crois qu'on peut le dire comme ça, et qu'il y a une forme de déculturation par les médias dès lors que les familles ne peuvent pas lutter contre cela. Et donc il y a un renforcement des difficultés culturelles des familles qui ne peuvent pas lutter contre ces effets-là. Les nouvelles technologies, tout ça est lié à une certaine forme de déculturation. Comme toujours, les outils nouveaux ne font que renforcer les inégalités parce que les outils sont des moyens, bien sûr, de se distinguer ou des moyens, à l'inverse, de s'appauvrir. Et donc, les nouvelles technologies, Internet, vont entraîner un certain nombre de transformations, entre autres transformation au rapport à l'autorité, le rapport au savoir constitué, tout se vaut. Aujourd'hui, sur la toile, tout se vaut. Toutes les réponses sont là, mais toutes les réponses ne se valent pas et on fait comme si elles se valaient toutes. Le rapport au principe de réalité aussi se transforme et donc les limites souvent ne sont pas posées, non pas de la faute des parents pourrait-on dire, mais parce que l'environnement social et culturel entraîne cette difficulté de placer les limites et donc on a des enfants qui arrivent à l'école avec ce problème des limites et de nouveau les enseignants doivent faire avec ça. Et bien sûr, ce qui augmente et qui augmente très fort, étant donné tous ces facteurs, c'est la compétition pour l'emploi, la lutte des places toujours plus forte, l'angoisse des parents par rapport à l'avenir de leurs enfants toujours plus fort. Et tout ça va évidemment avoir un certain nombre de conséquences. Premier type de conséquence, c'est que prenant en compte toutes ces difficultés-là, le pouvoir politique va avoir tendance, et c'est bien naturel et légitime, à toujours en demander plus à l'école, à demander plus d'égalité et de réussite, alors qu'évidemment, c'est toujours plus difficile de produire cette égalité et cette réussite, puisque c'est le contraire qui se passe dans la société. Toujours plus de prescriptions pédagogiques en fonction de ces injonctions, mais des prescriptions pédagogiques qui sont déconnectées dès lors que le système ne change pas. Si le système reste tel quel, si on continue à demander aux enseignants de produire de l'échec, on ne peut pas leur faire des prescriptions pédagogiques pour faire de la réussite. Et tout ça se contredit. Et donc, d'une certaine manière, depuis 20 à 30 ans, on dit que le pouvoir politique a changé, mais non, on peut considérer que depuis 20 à 30 ans, le pouvoir politique souhaite une école de la réussite pour tous, souhaite que l'école aille mieux, mais sans en prendre véritablement les moyens. Et donc, on peut dire que c'est toujours plus de la même chose. L'environnement se dégrade, mais on demande toujours plus de la même chose. Alors qu'il faudrait, et en même temps, bien sûr, en même temps, il y a toujours plus de pression de la part des employeurs pour avoir des employés toujours plus compétitifs, pression de la part des parents de la classe moyenne qui se préoccupent évidemment de l'avenir de leurs enfants, d'alternatives pour les parents de classe supérieure qui trouvent toujours les moyens de s'en sortir, et toujours plus aussi de révolte pour les parents de classe populaire qui voient que leurs enfants sont promis à un avenir encore pire que le leur. Donc tout ça fait que le contexte éducatif, évidemment, devient extrêmement compliqué. Le métier devient quasi insupportable pour les enseignants, puisqu'on leur demande une chose et son contraire. Ils sont dans une école injuste et inefficace, ils sont obligés d'assumer l'injustice et l'inefficacité, donc ils ne veulent pas en entendre parler. Tout doit changer, et c'est tout qui doit changer, parce que ce n'est pas en faisant plus de la même chose qu'on arrivera à modifier les choses. Et donc si on résume les facteurs d'inégalité à l'école, on a des facteurs politiques, des facteurs pédagogiques et des facteurs sociaux. Alors, facteur politique, eh bien, on peut rappeler qu'une société inégale demande une école inégale et que pour ça, il faut des échecs, on a besoin d'échecs pour cela. Deuxième facteur politique, il y a la double liberté qui organise l'école en quasi-marché, ce qui entraîne de la ségrégation sociale et une logique de niche pédagogique. Facteur pédagogique, eh bien, on peut mettre en avant les rapports au savoir des milieux populaires qui ne sont pas pris en compte parce qu'ils ils n'arrivent pas à la conscience des enseignants, ils ne sont pas pris en compte et cela entraîne leur échec. Il y a la domination symbolique, la honte, le conflit de loyauté et la révolte. Tout ça va aussi générer de l'échec. Et enfin, la détérioration du contexte éducatif, les facteurs sociaux, tout cela contribue à l'échec et à la relégation des enfants de milieux populaires. Et c'est bien pour cela qu'il faut tout changer et que le pacte le pourra peut-être si on se mobilise
avec le pacte. Et donc les deux capsules suivantes, que peut-on faire avec le pacte pour essayer de lutter contre les inégalités à l'école? Nous avons vu l'état de l'école qui nécessite un changement. Nous avons vu que le pacte s'était mis en place et que CG considère qu'il est légitime, que son processus se défend, même si bien sûr on aurait souhaité plus et mieux. Mais donc maintenant que le pacte est là, que l'état de l'école est ce qu'il est, qu'est-ce que le pacte pourrait y faire? Est-ce qu'on peut y croire, hein? Et donc, comment arriver à changer le système, ce qui est évidemment extrêmement difficile, puisque de nombreux pays s'y sont cassés les dents. Est-ce que le pacte va arriver à faire changer le système? Il y arrivera d'autant mieux qu'on pourra y croire ensemble et qu'on s'y attellera ensemble. Ce qui est positif dans ce qui a été mis en place à partir, ce qu'on se propose de mettre en place à partir de l'avis numéro 3, la première chose, c'est de considérer que le changement doit être systémique. Autrement dit, qu'on ne peut pas faire un changement à la fois, mais qu'il faut s'attaquer à l'ensemble du système. Pourquoi? Parce que, comme tous les systèmes, le système scolaire est capable de s'auto-réguler, c'est-à-dire de s'auto-reproduire, et que si on change un élément, c'est bien ça la théorie des systèmes, que si on change un élément, eh bien, le système va se recomposer pour continuer à fonctionner tel qu'il fonctionnait auparavant. Et donc, le pacte veut à la fois, entre autres, par exemple, changer le système et changer les acteurs. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que si on change le système mais que les acteurs ne changent pas, eh bien, ils vont s'arranger pour remettre le système en place. Par contre, si on change les acteurs et que le système ne change pas, les acteurs vont être obligés de s'adapter au système. Donc il s'agit à la fois de changer le système pour permettre le changement des acteurs et de changer les acteurs pour permettre le changement du système. La volonté du pacte est là, c'est évidemment très positif, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, mais c'est évidemment très difficile. Alors, en point plus négatif, il faut rappeler que la société est inégale, et qu'une société inégale demande une école inégale, attend une école inégale, et que les échecs constituent une solution, et que donc il s'agit d'agir là-dessus. Et donc, en négatif, nous estimons que le pacte n'affirme pas encore assez sa volonté politique de résister à la logique de sélection et de ségrégation. Et donc ça aurait dû aller plus loin. Mais il y a déjà un début et il s'agit de travailler pour aller dans ce sens-là. Le pacte veut donc essayer d'avoir une action systémique et nous avons pointé 4 éléments qui font système. La première chose, bien sûr, il s'agit de réguler le marché et d'affaiblir la concurrence, sans quoi on n'arrivera à rien. La deuxième chose, c'est bien sûr de commencer par le commencement, c'est-à-dire d'investir d'abord dans le maternel. La troisième chose, c'est d'organiser un véritable tronc commun, parce que ça sera la seule manière de résister à la logique de sélection et de relégation. Et la quatrième chose, il s'agit de changer les pratiques des acteurs, de leur permettre de changer leurs pratiques. Et c'est donc en agissant à la fois sur ces 4 choses-là qu'on peut se donner une chance de modifier l'ensemble du système. La difficulté ici, ce sera d'être à la fois systémique et progressif. Parce que si on change tout à la fois, on va casser la baraque, on va casser la machine, il y aura trop de résistance, ça ne peut pas marcher. Donc il s'agit d'être progressif, mais en même temps il s'agit d'être systémique. Et donc ça va être très difficile à faire. Il va falloir être attentif à ça, à la fois à être progressif et systémique, ce ne sera pas facile. Donc comment changer le système? Eh bien, premier point, sans régulation du marché, il n'y a pas de changement possible. Tant que le système fonctionnera avec la double liberté, la liberté de l'offre et la liberté de la demande, on n'arrivera à rien. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est inscrit dans la Constitution, et donc comment va-t-on lutter contre cela? Et là, il faut bien dire que les acteurs du pacte ont trouvé des solutions originales et intéressantes. Et donc, qu'ont-ils pensé? Ils ont pensé à renforcer le pouvoir régulateur, pouvoir central, pouvoir politique sur l'école. Il s'agit de le renforcer, et de le renforcer sur quelque chose qu'on crée, c'est-à-dire des zones, avec pour chaque zone un directeur de zone. Et donc, ce pouvoir régulateur va avoir un pouvoir sur le directeur de zone, qui lui-même aura un pouvoir sur ce qu'on appelle les DCO, c'est-à-dire les délégués au contrat d'objectifs, et sur les établissements qui dépendront de la zone, chaque établissement étant tenu de faire un plan de pilotage, et dans ce plan de pilotage, d'avancer les objectifs propres à son établissement, dans le sens bien sûr d'une amélioration. Et donc il s'agit,
pour ces établissements à travers le contrat d'objectif qui sera accompagné, vérifié, contrôlé par le délégué au contrat d'objectif. Ces objectifs seront évidemment, devront être des objectifs d'équité et de mixité sociale dans les établissements. Les établissements seront évalués de manière externe et donc on s'intéressera aux écarts de performance et entre autres aux écoles qui auraient des performances trop faibles. Et enfin, il s'agit de proposer un encadrement différencié, c'est-à-dire de donner plus à ceux qui ont moins pour leur permettre de se donner plus de moyens pour faire réussir les enfants de milieux populaires. Voilà l'organisation qui, d'une certaine manière, fait l'impasse sur les fédérations de PO qui, aujourd'hui, sont ceux qui ont le plus de pouvoir sur l'enseignement. Le pouvoir régulateur va avoir un pouvoir plus direct sur les zones et sur les établissements, et les contrats se lieront entre les établissements et le directeur de zone et le pouvoir régulateur, sans passer par la fédération de PO, qui sont les acteurs principaux de la concurrence aujourd'hui. Mais évidemment, on peut se demander, est-ce que l'encadrement différencié va aller suffisamment loin? Est-ce que les objectifs de mixité et d'équité iront suffisamment loin? Est-ce qu'on va oser, comme en parle l'avis numéro 3, bien sûr, est-ce qu'on va oser aller aussi loin qu'en communauté flamande, par exemple, avec les LOP, c'est-à-dire les concertations locales, qui, comme quand elles se passent à Gand, à Anvers, à Bruxelles, où c'est des concertations entre écoles qui limitent le pourcentage d'enfants venant de milieux défavorisés. À partir d'un certain pourcentage, eh bien, les enfants sont redistribués différemment dans les écoles et ce sont des accords locaux entre écoles. Est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place pour imposer d'une certaine manière beaucoup plus de mixité sociale que n'arrive à le faire le décret inscription? Sur les écarts de performance et sur les écoles qui auront des performances trop basses, bien d'abord se posent les questions concernant les critères. Est-ce qu'on va tenir compte de critères qui ne sont pas strictement quantitatifs et avec tous les effets pervers que peuvent entraîner les évaluations de performance? Est-ce qu'on va tenir compte, par exemple, des ambiances d'école, des cultures d'école, et qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes d'accompagnement pour aider ces écoles, en sachant évidemment que les écoles qui ont des performances basses sont aussi les écoles qui accueillent les populations les plus défavorisées, les plus dévalorisées, et que c'est d'abord sur la distribution qu'il faut agir. Tout ça reste des interrogations et des points de lutte pour nous, des points sur lesquels nous voulons être vraiment attentifs. Et donc, est-ce que cette régulation du marché, qui est intéressante en soi, est-ce qu'elle aura la capacité à contraindre à des actions véritablement en faveur de plus de mixité et d'équité? C'est là-dessus, bien sûr, qu'il faudra se battre. Enfin, dernière dia pour cette explication. Par quoi commencer? Eh bien, évidemment qu'il faut commencer par les maternelles, puisque c'est là que se construisent les inégalités. Et qu'est-ce qui est prévu pour les maternelles? On sait que les maternelles sont les premières touchées par les facteurs sociaux, c'est-à-dire la détérioration du contexte éducatif, et que les enfants qui arrivent avec un niveau de langage extrêmement bas, les enfants qui arrivent cassés déjà par la vie, par la pauvreté, que faire avec ces enfants? Eh bien, l'idée, c'est de renforcer très fort, le plus fort possible, mais bien sûr avec les contraintes budgétaires, de renforcer l'équipe éducative pour avoir un taux d'encadrement plus faible, parce qu'il est important de pouvoir se préoccuper de chaque enfant dans la classe maternelle. Et on va, pour la première fois, avoir un référentiel commun à toutes les écoles et à tous les réseaux, avoir un référentiel commun sur les apprentissages à mettre en place à l'école maternelle, et en insistant et en étant très exigeant sur ces apprentissages, et dans ce référentiel des apprentissages, d'insister sur l'essentiel, à savoir pour les enfants de maternelle, les compétences langagières, et de se donner les moyens d'améliorer les compétences langagières de tous les enfants, avec une volonté de rapprocher les familles de l'école, un rapprochement de la culture scolaire avec un travail sur ces écarts culturels, un travail sur ces écarts de langage entre les familles où c'est le plus difficile et l'école. Tout ça, bien sûr, pose un certain nombre de questions, à savoir d'abord la formation initiale et continuée des enseignants de maternelle. Ils ne sont pas préparés à ça. Aujourd'hui, leur formation est insuffisante en matière de compétences langagières et de rapprochement de la culture scolaire. Comment va-t-on accompagner les écoles maternelles et comment va-t-on les suivre, les aider pour travailler dans ce sens-là? Comment va-t-on suffisamment réduire la taille des classes?
Et enfin, comment va-t-on mieux travailler les relations école-famille? Tout ça reste évidemment des défis importants, et c'est à ça, bien sûr, que CG va être attentif et sur lequel CG va vouloir travailler particulièrement. Voilà pour ces dias concernant cette capsule sur que pourrait faire le pacte, en sachant comment changer le système et changer de manière systémique, et en commençant par les maternelles. Mais bien sûr, il reste aussi la question du tronc commun. Nous allons en parler à la capsule suivante. Voilà, et donc que pourrait faire le pacte pour réduire les inégalités à l'école? On a vu qu'il s'agit de changer tout le système, que pour cela il est indispensable de s'attaquer au marché scolaire, de diminuer la concurrence. On a vu qu'il est nécessaire aussi de commencer par le début, de commencer par les maternelles. Mais ces deux points-là, s'ils sont importants, ne suffisent pas. Il s'agit aussi, bien sûr, de travailler sur le tronc commun. Quel tronc commun? De quel tronc commun parle-t-on? Eh bien, d'abord dire que s'il n'y a pas de tronc commun, il n'y aura pas de changement. C'est la même chose. S'il n'y a pas de régulation du marché, pas de changement. Si on ne commence pas par les maternelles, pas de changement. Si on ne fait pas un tronc véritablement commun, il n'y aura pas de changement. Alors ça veut dire quoi un tronc vraiment commun? Eh bien, c'est un tronc où tous les contenus sont les mêmes pour tous jusqu'à 15 ans. Où il ne s'agit pas de commencer à différencier, parce que évidemment, la moindre différenciation va renforcer les stratégies d'inscription, les stratégies des familles, et on va retourner vers une différenciation et vers une inégalisation des parcours. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'empêcher la différenciation des parcours. Il s'agit donc bien de mettre les mêmes contenus pour tous et des contenus qui sont tous formateurs, pas des contenus qui sont orientants. Autrement dit, si on fait du latin, eh bien tout le monde fait du latin, pas parce que le latin va permettre de sélectionner ou que le latin va permettre d'orienter, mais parce que le latin est formateur pour tout le monde. Si le latin n'est pas formateur, alors on en fait pour personne. Et s'il est formateur, on en fait pour tout le monde. Même chose pour la mécanique. Si la mécanique est formatrice, ce n'est pas pour préparer de futurs mécaniciens, en tout cas pas dans le tronc commun. Si on fait de la mécanique, c'est parce que la mécanique est formatrice pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne feront pas de la mécanique plus tard. Donc l'idée, c'est donc bien d'avoir les mêmes contenus et les mêmes contenus formateurs pour tous. Il s'agit de mettre en place une évaluation formative et donc d'abandonner le plus possible l'évaluation certificative, c'est-à-dire celle qui conduit à la relégation, au tri, etc. Il s'agit d'encourager les enfants dans ce qu'ils savent réussir plutôt que de les pénaliser dans ce qu'ils ratent. Et il s'agit de les centrer sur l'essentiel. Il s'agit de revoir aussi tous les contenus. Pour nous, en tout cas, il s'agit de revoir tous les contenus et de se demander, pour ces contenus, non pas ce qu'il est important de savoir pour passer l'examen d'entrée en ingénieur, mais ce qu'il est important de savoir pour être un citoyen, un membre d'une société. À 15 ans, que doit-on savoir? Qu'est-ce qu'il est important que tout le monde sache à 15 ans, à 16 ans? Et comment arriver aussi à ce que chacun puisse être pleinement citoyen, c'est-à-dire capable de comprendre le monde qui l'entoure et capable de s'émanciper dans ce monde. Et il s'agit bien sûr donc que ce tronc commun soit véritablement polytechnique et pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on aille même, de notre point de vue, jusqu'à l'interdisciplinarité, qu'on arrête de couper tout en rondelles de 50 minutes et que l'on mène des projets communs qui font appel et qui mobilisent les différentes disciplines scolaires, qui donnent du sens à ces disciplines parce qu'on en fait quelque chose. Et il s'agit bien sûr qu'il soit polytechnique parce que notre société l'est. Notre société connaît un certain nombre d'entreprises et il s'agit que l'école sache ce qui se fait dans le monde du travail, comprenne ce qui se fait dans le monde du travail, mais le comprenne aussi comme non seulement comme producteur, mais aussi comme usager, comme consommateur, qu'on comprenne les outils qu'on utilise dans la vie courante. C'est tout ça qui devrait être fait dans ce tronc commun, mais ça pose un certain nombre de questions difficiles. Il va falloir faire très attention à maintenir une culture commune. Il s'agit que ce soit une culture commune qui soit diffusée dans tous les établissements, et qu'on ne reparte pas sur des cultures d'établissements différentes, inégales, et que bien sûr les anciens établissements d'enseignement technique et professionnel ne soient pas des établissements au rabais, et que les anciens établissements de formation générale, les bonnes écoles, ne soient pas des écoles où on a une culture supérieure. Il s'agit de redistribuer les cartes et de favoriser une culture commune à tous.
Enfin, il s'agit d'aller vers des apprentissages utiles, et quand on dit utile, ce n'est pas dans le sens utilitaire, mais des apprentissages qui font grandir, des apprentissages culturels, une culture qui permet de grandir et de s'émanciper, beaucoup plus que d'une sélection, même si on sait qu'à terme, cette sélection est nécessaire, mais cette sélection, nous demandons qu'elle s'opère après le tronc commun, que le tronc commun ne serve pas à orienter, que le tronc commun serve à des apprentissages qui sont utiles pour la vie et utiles pas du tout, évidemment, au sens utilitaire. Il s'agit de mettre en place un accompagnement personnalisé plutôt qu'une différenciation. L'avis numéro 3 parle de ce fameux système RCD, c'est-à-dire remédiation, consolidation, dépassement. Si bien sûr on va dans ce sens-là, il va y avoir des écoles qui vont se spécialiser dans la remédiation et des écoles qui vont se spécialiser dans le dépassement et on n'aura rien gagné. Il s'agit, au lieu de faire ce type de différenciation la plupart du temps a posteriori, il s'agit d'en faire un accompagnement personnalisé tout au long des apprentissages. Il s'agit d'accompagner chaque enfant dans sa manière d'apprendre et de l'accompagner le plus efficacement possible. C'est évidemment un fameux challenge pour les enseignants, avec des classes, évidemment, la plupart du temps trop nombreuses, surtout dans les petites classes. Et enfin, il s'agit, mais je l'ai déjà dit, que ce tronc commun soit structurant, c'est-à-dire qu'il soit formateur, qu'il forme des jeunes capables de choisir après, et pas un tronc commun qui va déjà être orientant, c'est-à-dire où on va déjà se spécialiser en fonction de ce qu'on veut faire plus tard, comme si, à 14 ans, on savait déjà de ce qu'on voulait faire dans la vie. Rappelez que ceux qui réussissent le mieux, y compris au niveau universitaire, ce sont ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils feront de leur savoir, mais qui travaillent parce qu'ils aiment le savoir pour le savoir, et non pas le savoir pour devenir ceci ou cela. C'est seulement pour ceux qui réussissent difficilement qu'on leur dit qu'ils devraient avoir un projet de vie, un projet de profession, alors que la réussite, elle se construit dans le plaisir d'apprendre, et il s'agit donc que le tronc commun mette en place ce plaisir d'apprendre, qu'il soit structurant et formateur, et non pas orientant. Tout ça suppose évidemment de changer les pratiques, et ce sera notre dernière dia. Il s'agit de changer les pratiques, mais comment changer les pratiques? Car bien sûr, si on ne change pas les pratiques, on ne changera rien, et on ne changera les pratiques que par une organisation collective, que si on se met ensemble, au moins dans les établissements, que les enseignants se mettent ensemble pour s'organiser et pour apprendre ensemble, pour se conformer, pour évoluer ensemble. Et c'est en évoluant ensemble qu'on arrivera à faire évoluer les pratiques. Si on ne change pas les pratiques par cette organisation collective, il n'y aura pas de changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une organisation collective apprenante et qu'est-ce que le pacte met en place? Bien, le pacte, évidemment, recommande le travail collectif. Encore faudra-t-il s'en donner les moyens. Et bien sûr, on ne pourra changer que si on obtient des équipes qui se mettent au travail collectif. Il s'agit aussi que les enseignants croient en l'éducabilité, croient de plus en plus et de plus en plus fort en l'éducabilité de tous, c'est-à-dire faire le pari que tout le monde est capable d'apprendre. C'est bien ce pari-là qui justifie le métier d'enseignant. On ne peut être pleinement enseignant que si on fait ce pari-là, que tous les enfants qu'on a en face de soi sont capables d'apprendre. Il s'agit bien sûr de travailler les rapports au savoir et la langue de scolarisation. Dans la capsule sur l'explication des difficultés scolaires des milieux populaires, on a fort insisté sur ces rapports au savoir, sur la nécessaire formation des enseignants. Sur ce point, je vais y revenir. Bien sûr qu'il s'agit de retravailler les pratiques en fonction des rapports au savoir des milieux populaires pour les faire évoluer, de travailler la langue de scolarisation, qui n'est pas, il n'y a pas de confusion avec la langue maternelle. Il y a des enfants dont la langue maternelle est le français et qui n'ont pas acquis la langue de scolarisation, c'est-à-dire la langue qu'on apprend à l'école, et il existe des enfants allochtones qui, eux, dans leur langue, ont déjà appris la langue de scolarisation. Donc, il s'agit d'apprendre la langue de l'école, la langue qui sert à apprendre, et il y a tout un travail à réaliser là-dessus aussi. Il s'agit de travailler les apprentissages, de réguler les apprentissages, d'apprendre à accompagner ces apprentissages. Et il s'agit aussi de réguler les relations, d'éviter la domination symbolique, d'installer dans la classe un espace de respect, de paix sociale, de paix scolaire. Tout ça, évidemment, est un fameux défi. Tout ça exige un important changement des pratiques. Et le pacte met des choses en place, mais il reste évidemment des points sur lesquels il faudra être extrêmement attentif.
Ainsi, dans le pacte, certains ont compris l'organisation collective, la réorganisation collective apprenante comme le renforcement du pouvoir de directeur. Nous ne pensons pas à CGE que renforcer le pouvoir du directeur sera suffisant. Nous pensons au contraire qu'il s'agit de partager le leadership pédagogique et que c'est en se mettant ensemble, en donnant plus de pouvoir aux enseignants, en leur donnant du pouvoir sur leur métier, sur leur acte de travail, en leur donnant du pouvoir collectif sur cet acte. C'est comme ça que les enseignants évolueront plus qu'en obéissant au pouvoir du directeur, même si bien sûr le rôle du directeur est fondamental. Il s'agit de mettre en place des enseignants concepteurs, c'est-à-dire de croire en la capacité des enseignants de concevoir leur enseignement, de travailler leur enseignement, les croire capables d'évoluer, plus que les croire capables seulement d'exécuter des bonnes pratiques que d'autres auraient pensées et pour lesquelles les enseignants seraient de simples exécutants. Il y a dans les textes du pacte des risques de mettre en place des enseignants qui exécutent des bonnes pratiques. À CGE, nous croyons qu'il est nécessaire de faire confiance à l'intelligence des enseignants en leur donnant les moyens de se former ensemble et de progresser ensemble. Il s'agit bien sûr, en cas de difficulté dans les établissements, de mettre en place un accompagnement formateur plutôt que des évaluations et des sanctions. Nous ne pensons pas que c'est avec des évaluations chiffrées et des sanctions que les établissements vont évoluer. Nous croyons au contraire que c'est avec un accompagnement et de la formation que les choses évolueront. Nous croyons plus en la collaboration qu'en la contrainte, même si parfois, bien sûr, il s'agit évidemment aussi de renforcer le pouvoir de l'employeur et que des contraintes sont nécessaires, mais il nous semble important d'insister sur la collaboration plus que sur la contrainte. Tout ça, évidemment, nécessite d'améliorer les formations initiales et continuées, et s'il passe, le décret sur la réforme de la formation initiale va dans ce sens, sans doute pas encore assez, et sans doute faut-il continuer encore à se battre pour aller dans ce sens-là, pour pousser la formation initiale et continuée, à mettre en place du travail collectif, à renforcer la croyance en l'éducabilité, à renforcer la formation en matière de rapport au savoir et de langue de scolarisation, et à renforcer la formation en matière de régulation des relations dans la classe, pour favoriser l'estime de soi, de chacun et de tous. Et c'est l'avenir qui nous le dira, mais c'est ensemble, en tant qu'acteur de l'enseignant, c'est ensemble qu'on permettra ou non que le pacte change notre système scolaire, change les pratiques et arrive à mieux faire réussir les enfants de milieux populaires. C'est en tout cas ce que nous croyons et ce que nous voulons, et nous vous invitons à nous rejoindre pour y travailler. Merci.